Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Hervé Mariton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Député Les Républicains sortant de la Drôme, maire de Crest. On parle de François Bayrou. Vous connaissez François Bayrou? Oui, on dit Cré. Juste une rectification. On dit Cré, pardon, excusez-moi, pardon. Je crois que je viens de vous voir, vous m'invitiez. Il y a un festival, il y a un festival. Il y a un festival de jazz auquel tous ceux qui nous regardent sont invités au début du mois d'août. N'hésitez pas à venir à Cré. Alors, François Bayrou, le ministre de la Justice, on le sait, il a fait pression sur Radio France. En tant que citoyen, a-t-il dit, pas évidemment en tant que garde des Sceaux, pour étouffer cette enquête journalistique sur des soupçons d'emploi fictif au MoDem, du MoDem au Parlement européen. Cette tentative d'influence, est-ce que c'est une faute politique pour vous? D'abord, je ne pense pas que François Bayrou prendrait votre terme pour étouffer. Ensuite, je pense que son intervention était inappropriée. Mais je n'ai pas envie qu'on passe trop de temps là-dessus. Une réaction? Non, mais non, on passe à autre chose. Parce que la campagne présidentielle a été vidée de tout débat de contenu par les affaires. La campagne législative est passée à côté d'un certain nombre de sujets. Je pense qu'en matière économique, on vient de parler de l'évolution des taux d'intérêt. Imaginons une tension sur les taux d'intérêt en France. On voit pas pour les conséquences budgétaires, on ne la voit pas pour l'instant. Bien au contraire. Mais il faut avoir en tête que ce risque existe. On a le risque d'un dérapage du déficit des finances publiques. On va en parler. D'ailleurs, Édouard Philippe. Moi, j'ai envie de parler de ça. C'est prévu. Parce que le débat, d'abord, c'est ça la raison de mon engagement politique. Je ne suis pas candidat au renouvellement de mon mandat de député, mais je reste engagé en politique. Et ce qui est intéressant pour les citoyens, c'est tout de même fondamentalement le projet pour la France. Monsieur Bayrou, ce n'est pas approprié, point, et puis on parle du fond. Bon, on parle du fond aussi, juste cette vague en marche quand même qui a fait très mal, parce qu'on est quand même entre deux tours, ça vous a pas échappé non plus. Vous vous faites plus d'illusions sur le score des Républicains, que ça reste encore ouvert, ou on va vers un fiasco historique pour le coup pour la droite? Je souhaite qu'on ait le plus grand nombre de députés. Une fois qu'on a dit ça, il paraît qu'en off, on dit à droite, si on fait 50, 10, 50, 70 le plus grand nombre sièges, de députés. Et je ne sais pas ce que sera, je ne suis pas Madame Soleil. Ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron aura une majorité absolue. Donc les gens qui, plutôt proches de nos idées, de notre projet, soit voter, soit s'abstener sur le thème, il faut tout de même laisser Macron avoir une majorité pour que ça marche, pour que ça fonctionne, eh bien qu'il soit rassuré. Le sujet n'est plus là. Le sujet est de mettre en avant des idées, d'avoir des positions suffisamment fortes pour que du débat parlementaire naisse la sagesse. Emmanuel Macron a de bonnes idées sur plein de sujets. En économie, j'assume que nous avons beaucoup de convergences, pas surtout. J'ai évoqué un certain nombre de questions budgétaires qu'on doit lui poser, ainsi qu'au gouvernement. Mais il y a un certain nombre de convergences. J'ai soutenu la loi Macron à l'Assemblée nationale il y a 2 ans. Nous avons des différences sur d'autres enjeux de société en particulier. Eh bien, il faut que ces questions puissent être posées au Parlement demain. Il faut que le débat existe. Il faut qu'il y ait une force suffisante sans laquelle la démocratie ne fonctionnerait pas bien. Une trop grande majorité conduirait à des bêtises. Et ce procès en absolutisme qu'on entend, même de la gauche, parfois aussi de la droite, en vue de cette écrasante majorité qui attend Emmanuel Macron, c'est un mauvais procès, ce procès en absolutisme? C'est un risque évident. Ensuite, moi, je n'instruis pas de procès de cette nature. Je dis simplement que le débat, la force du débat, la force de la représentation à l'Assemblée nationale est une condition nécessaire de la qualité du débat parlementaire. Si le débat est au sein du seul groupe En Marche, le risque de faire des bêtises, tout simplement, est important. Sans doute, le gouvernement sera sage, sans doute la majorité sera sage, mais il ne faut jamais trop supposer là-dessus. Et ça sert à quoi une assemblée, y compris une opposition, quel que soit le rapport de force numérique? Il y a les questions au gouvernement, il y a le contrôle parlementaire, il y a le débat en commission, en séance. C'est au minimum une dissuasion à l'égard du gouvernement. Le jour où le gouvernement serait tenté d'aller trop vite, de prendre des risques d'erreur, de mauvais gestes, ou tout simplement aussi le jour où le gouvernement aurait envie de prendre quelques accommodements avec la réalité. Ce que tout gouvernement a envie de faire, c'est automatique, c'est mécanique, et bien que l'opposition soit là pour lui dire « attendez ». Où allez-vous? Bon, avant de parler des mesures économiques, vous n'êtes pas Madame Soleil, j'avais compris, mais si la droite, si les Républicains sauvent 70 ou 100 sièges, c'est satisfait? Vos objectifs? Le plus, le mieux. Nous sommes aujourd'hui 200 aux Républicains. On risque évidemment d'avoir un nombre plus faible demain. Le plus, le mieux. Et je le dis, non pas pour faire obstruction, non pas pour bloquer, mais pour assumer clairement ce que nous soutenons et pour dire clairement là où nous sommes différents. Je pense qu'il y a eu une erreur tactique chez nous dans le refus d'assumer des convergences qui pourtant sont évidentes
sur le code du travail. Je crois qu'aujourd'hui, on assume de le dire, mais ça peut aller au-delà. Je le redis. J'avais soutenu la loi Macron et je pense que la droite se serait honorée en son temps à la soutenir. Mais ça vaut pour d'autres questions et d'autres propositions que probablement le gouvernement fera. Mais il faut assumer ce soutien sans complexe pour faire levier sans complexe sur les sujets de différence. Donc, quelque part, pour éviter un raz-de-marée de La République En Marche, on voit François Baroin qui affirme qu'Emmanuel Macron veut imposer un choc fiscal. Toute la semaine, il nous parle du choc fiscal qui serait soi-disant équivalent à celui que François Hollande a administré aux Français en 2012. Quand on regarde les chiffres, on n'y est pas. 35 milliards d'euros, c'est les hausses d'impôts sous François Hollande. C'est un argument choc en apparence, mais qui ne tient pas la route. Quand on connaît un peu les chiffres, vous les connaissez les chiffres. Et effectivement, il y a 20 milliards d'euros de CSG, mais qui est compensé par des baisses de charges à hauteur de 17 milliards. Donc parler de choc fiscal à hauteur de Hollande. Et sur des enjeux qui se calculent en milliards d'euros, vous avez un choc fiscal lié à l'augmentation de la fiscalité du gazole. Je le dis, je suis député sortant, encore député aujourd'hui, d'une circonscription très rurale. Sans doute, il y a un peu plus de voitures essence qui sont achetées aujourd'hui, mais le parc automobile français est encore aujourd'hui, que ce soit dans le monde rural, évidemment, mais même ailleurs, massivement dieselisé. Le gouvernement s'est engagé dans une stratégie d'augmentation massive de la fiscalité du gazole. On est là sur des enjeux en milliards d'euros. Sur 2018. Sur toute la séquence de la législature qui vient, 2018 et les années au-delà. Mais quand vous regardez ce qui a été inscrit dans le contexte de la loi de transition énergétique, moi je suis contre la loi de transition énergétique telle qu'elle est, aussi bien pour des raisons de fiscalité que pour des raisons de compétitivité industrielle et énergétique. L'objectif de 50%, pas plus de 50% de nucléaire dans le mix électrique en 2025 est absurde économiquement, il est d'ailleurs aussi absurde écologiquement, techniquement et socialement. Mais sur la fiscalité du gazole, on est sur des montants considérables, 10, 20 centimes de plus par litre à terme. Et l'enjeu sanitaire a bon dos là-dessus. Parce que s'il y a un risque sanitaire, il faut alors être sur des réponses réglementaires françaises et européennes beaucoup plus drastiques, allant éventuellement vers l'interdiction. Là, je dis alerte, augmentation de la fiscalité du gazole, ça parle très concrètement à tous nos concitoyens. Et ça pèse combien sur la mandature? Mais ça pèse plusieurs milliards d'euros sur la mandature. Vous avez évoqué la CSG. La CSG n'est pas un mauvais impôt en soi. La droite voulait augmenter la TVA. Donc, oui, je pense que la TVA, c'était un meilleur choix. Ça a disparu, ça a disparu du programme des Républicains. Deuxième erreur. Je fais partie de ceux qui ont considéré que les corrections successives du programme de la droite, ça n'a pas été une bonne approche. Je crois que nous avions une vision stratégique claire et qu'on aurait été mieux avisé de l'assumer jusqu'au bout. Je reviens au début. Donc, l'argument choc, encore une fois, de François Baroin de dire mais Macron nous prépare un choc fiscal, c'est la réalité pour vous? Il y a ce qui est annoncé aujourd'hui. Il y a aussi le constat que le gouvernement a fait, qui est un constat lucide de dérapage des finances publiques, je l'évoquais tout à l'heure, on va en parler. Lié au laxisme des premiers mois de cette année, le gouvernement socialiste de l'époque, le gouvernement sortant, et le fait qu'en matière d'économie budgétaire, j'ai regardé ce qu'Emmanuel Macron a dit pendant la campagne, c'était moins pire ou bien mieux que Hamon ou d'autres, mais ça n'était pas à la hauteur. Et donc, si l'on veut à la fois rétablir l'état de nos finances publiques et ne pas le faire par la voie de l'augmentation de l'impôt, ça demande un courage bien redoublé en matière d'économie budgétaire. Et c'est là... Vous êtes malin, mais encore une fois, et cet argument... mais c'est en plus juste. Non, mais l'argument de l'entretour choc, encore une fois, de la droite et de Baroin, c'est de dire il y a ce choc fiscal qui vous attend avec la CSG. Ce n'est pas la réalité. J'ai envie de... Vous connaissez les chiffres, vous êtes bon en économie. En face, il y a des baisses d'impôts, il y a aussi la baisse de la taxe d'habitation. Il n'y a pas de choc fiscal, ou alors c'est caché. Hein. Pour les classes moyennes supérieures, pour les retraités, il y a clairement un impact négatif en termes de pouvoir d'achat. La disparition de la taxe d'habitation pour 80% des Français, d'abord n'oublions pas que 50% sont déjà aujourd'hui exonérés, 40%. Exonérés ou capés en taxe d'habitation, donc l'effet est moins massif, et puis il y a les 20% qui continueront de payer la taxe d'habitation et sur lesquels elle va se concentrer. Mais je reviens à ce que je vous dis, alors moi je suis rigoureux et honnête dans ce que je dis, je n'affiche pas des certitudes, je dis simplement la stratégie telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Lucidement, le gouvernement dit ce qu'est le risque de dérapage des finances publiques. Ouais. Lucidement, le gouvernement dit on ne va pas s'en contenter et il faut assainir la situation des finances publiques. Et avec un certain manque de courage, la majorité, l'exécutif actuel en tout cas, ne sont pas allés au bout du chemin nécessaire en termes
d'économie de dépenses. Ce que nous, à droite, nous avons affiché, ce que j'avais affiché pendant les primaires, ce que d'autres ont poursuivi ensuite, beaucoup plus courageusement. Et il faut demain que des députés, de droite ou en marche, ça m'est égal, mais que des députés suffisamment courageux stimulent l'exécutif pour dire la dose en termes d'économie budgétaire n'est pas au rendez-vous, il faut aller bien plus loin si on veut et on doit éviter une augmentation des prélèvements obligatoires. Ouais, le Premier ministre Édouard Philippe qui a admis évidemment ce risque extrêmement fort de dérapage des déficits pour cette année. Il n'y aura pas de collectif budgétaire, enfin de budget rectificatif. En même temps, Gilles Carrez, président de la Commission des Finances, nous dit le déficit, ça sera 3,3%. On va geler des crédits, c'est comme ça qu'on restera dans les clous des 3%. Ou est-ce que Macron aura un choix à faire, le président, entre ses engagements européens et ses promesses de campagne? Mais il y aura un gel, et le gel, c'est de toute manière un choix politique. Que tous les gouvernements utilisent aussi. Bien sûr, mais ça fait partie de la latitude de l'exécutif. Il y a ce qui est voté, il y a ce qu'on gèle. Alors il faut faire attention, quand la dose devient excessive, à un moment on a un problème de rôle du Parlement. Le rôle premier historiquement du Parlement, c'est bien le vote du budget et de l'impôt. Les engagements européens ne seront pas tenus, c'est clair. Donc, en 2017 ou en 2018 ou les deux? Les deux, en 2017 et en 2018. Si l'on voulait tenir nos engagements budgétaires, il faudrait être plus audacieux en matière d'économie budgétaire, je le redis. Ensuite, que le gouvernement n'ait pas le dogme et d'une certaine manière la prétention d'un collectif budgétaire, j'approuve. Cette espèce d'instinct systématique, quand on arrive de faire un collectif budgétaire, avec le risque technique, risque amplifié par une majorité écrasante, c'est de faire beaucoup de bêtises parce qu'on ne se donne pas le temps d'étudier les choses. La matière budgétaire, j'ai été pendant de nombreuses années le porte-parole de l'UMP puis des Républicains à la Commission des Finances. Le risque en allant trop vite, c'est de mal calibrer les choses. L'administration à Bercy est compétente, mais les arbitrages de l'exécutif peuvent venir trop vite, le débat parlementaire peut s'emballer. Le fait de ne pas aller sur un collectif budgétaire en tout début de mandat, ça c'est sage et j'approuve. Bon, un mot, donc vous êtes député sortant. Oui. Vous avez choisi de ne pas vous représenter, je crois, pour des raisons de santé, si je ne me trompe pas. Non. Mais quand vous voyez la Bérésina, non, alors, ce que j'ai lu dans la presse. Non, mais quand vous voyez la Bérésina, vous vous dites, finalement, j'ai bien fait de ne pas y aller. Au contraire, on se dit aussi que dans ces situations si difficiles, ça peut valoir la peine de porter le combat. J'avais fait ce choix mûri depuis plusieurs mois, fondamentalement parce que, c'est un choix assez personnel, je n'étais pas sûr dans le mandat qui vient de faire mieux que dans les mandats qui ont précédé. C'est une éthique et une esthétique personnelle qui est de dire qu'un engagement, ça doit être d'aller plus loin, plus fort, plus haut, et aussi bien dans la Drôme que dans mon travail politique national, j'en étais pas sûr. J'ai 58 ans, c'est le bon moment pour essayer d'épanouir mes talents autrement. Et donc aujourd'hui, c'est une retraite politique, parce que vous restez maire de Cré. Non, je suis maire de Cré, je suis membre du comité de campagne actuellement, membre du bureau politique des Républicains. J'anime un mouvement politique qui s'appelle Droit au cœur. Tout ça reste très actif. Et selon concrètement le travail, l'emploi que j'aurai demain, ce sera plutôt un travail de réflexion. Vous comptez passer dans le privé? En tout cas, je souhaite m'investir dans l'entreprise, oui. Bon, sachant que c'est intéressant, parce que je ne le savais pas, les députés sortants, ils ne sont pas démunis. Il y a une indemnité, je ne le savais pas. Vous le savez. Oh, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. La Caisse des dépôts qui verse via un fonds, une allocation pendant 3 ans. Le chômage, c'est 2 ans, vous savez. Donc 1 an de plus pour les députés sortants, 5 600 € pendant 6 mois. Ensuite, c'est dégressif jusqu'à 1 200 € le 6e semestre. Ce n'est pas à plaindre. C'est différentiel, excusez-moi monsieur, c'est dégressif et différentiel. En fonction en fonction des autres revenus que vous avez. Mandat local, revenus privés, qui sont déduits de cette somme. Donc on est très vite sur des sommes très inférieures à ce que vous dites. Vous le dites vous-même d'ailleurs, au bout de 3 ans, on est sur un peu plus de 1 000 € par mois. Ce n'est pas négligeable à l'égard de beaucoup de chômeurs. On n'est pas non plus sur des ordres de grandeur luxueux, vous le concéderez. Bon, donc vous passez le témoin donc à Paul Bérard, dont vous seriez le suppléant s'il gagnait dimanche, donc vous n'avez pas totalement coupé les ponts. Hein. Je suis suppléant pour l'encourager, pour l'aider. C'est le suppléant, en fait, théoriquement, occasionnellement, il peut remplacer, dans certains cas, le plus fréquemment, si le député devient ministre ou si le député... On lui souhaite plus l'un que l'autre, évidemment. Rien de tout ça n'est acquis. C'est mal parti. J'ai vu les chiffres. C'est souhaitable, évidemment, s'agissant de la deuxième hypothèse. C'est mal parti, pour le coup, il est en ballottage défavorable. 20% contre 32% pour le candidat républicain. Et sachez que lui et moi menons campagne activement. Bon, on finit là-dessus. La droite va devoir, vous le savez, penser ses blessures, se reconstruire.
Tout est à refaire du sol au plafond, selon vous, tout est à refaire à droite. Il y aura un congrès, évidemment, à l'automne. Il y a beaucoup de choses à faire. La matrice idéologique, le positionnement politique, les visages, il y a tout à revoir. D'abord, la matrice idéologique, ne sous-estimons pas le travail réalisé. Moi, je revendique le travail que j'ai réalisé entre 2012 et 2014 comme responsable du projet à l'UMP à l'époque, délégué général chargé du projet. Je crois qu'on a avancé sur beaucoup d'enjeux, enjeux économiques, questions de société, même si tout ça ensuite a été un peu confondu dans le débat des primaires en particulier, qui avait sa place, mais qui fait que les éléments rassemblants que j'avais posés ont été un peu mis de côté par les différents candidats. Mais j'ai moi-même, à l'approche des primaires, porté les idées les plus fortes possibles, liberté en économie, affirmation des valeurs par ailleurs. Et je crois en particulier qu'il faut éviter. C'est ça le bon positionnement à venir de la droite. Je suis convaincu, j'avais publié un bouquin. Donc vous êtes provoqué, Le bonheur regarde à droite. Vous êtes plutôt voqué, vous alors. Je n'ai pas pris position aujourd'hui. C'est sa ligne, c'est sa ligne. Je ne sais pas, je le trouve parfois pas tout à fait assez libéral pour dire les choses. Et ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas une opposition factice dans laquelle certains commentateurs voudraient nous entraîner, entre des libéraux qui seraient anti-conservateurs, c'est le mot progressiste qui est à la mode aujourd'hui, et des conservateurs qui seraient par ailleurs anti-libéraux. C'est pas ça le clivage aujourd'hui? Eh bien, je ne crois pas. Parce que je pense que peut-être il y a une ligne de clivage, le débat la montrera, mais je pense, c'était mon sujet dans Le Bonheur regarde à droite, il y a un grand cœur de l'électorat de droite qui est plutôt libéral, pragmatique sur les questions économiques et plutôt attaché aux valeurs dans l'histoire, la vie et l'avenir de notre pays et de notre société. Je souhaite porter et peser dans ce débat demain et j'y prendrai ma part. Bon, très bien. Donc, quand Thierry Solère, qui est un constructeur, dit qu'il préfère Xavier Bertrand à Laurent Wauquiez, vous... Le débat ne se porte pas en ces termes aujourd'hui. D'abord, on ne sait pas qui est candidat, donc il ne me paraît pas indispensable un peu trop tôt, de faire des classements aujourd'hui. Les choses sont souvent plus subtiles que ça. Je souhaite par ailleurs qu'il y ait un diagnostic qui soit fait. J'ai dit à Christian Jacob qu'il serait bien après les législatives, je ne serai plus député, mais qu'il y ait un temps consacré à bien analyser tout ce que nous avons entendu des Français, qui est très précieux. Trop souvent, la politique se fait dans la précipitation, y compris la refondation de la droite, qui est indispensable. Là, il y aura du temps. La rénovation de la vie politique, y compris vue de droite. Quelque part, je prouve moi-même cette rénovation en n'étant pas candidat à un 5e mandat de député. J'ai assumé 4 mandats avec honneur et bonheur, j'espère. Cette rénovation est indispensable. On n'est pas obligé de la conclure en 2 temps, 3 mouvements. Le diagnostic, la projection demande beaucoup d'énergie, mais aussi du temps, de la réflexion, de se poser pour bien évaluer les choses, pour construire l'avenir. Et ne cédons pas aux injonctions qui vont nous demander, dès le lendemain du scrutin, de dire ce que sont les lignes de clivage, ce qu'est le projet et la structure de la droite. Il y aura un congrès à l'automne. Hein, le coup risque d'être dur. Ouais. Je souhaite qu'on ait les meilleurs résultats possibles dans la Drôme et dans la France entière, mais ne nous précipitons pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On finit là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait des députés, 100 députés, 70, 80, 120, personne ne sait. On ne lit pas dans le marc de café républicain. Parmi ceux-là, ceux qui voteront, on le sait, certains, la confiance au gouvernement, Thierry Solère, Franck Riester. Qu'est-ce qu'on en fait de ces députés républicains? Je crois qu'on n'est heureusement pas dans une logique d'exclusion. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait un grand sentiment de responsabilité. Au passage, personne ne l'a dit, mais au moins je vous confie ça. Il y a quelques questions techniques qui doivent être résolues. La présidence de la commission des finances est attribuée à un groupe qui n'a pas voté la confiance. Enfin, il faut reprendre les termes exacts de la manière dont tout ça est défini. Donc, on peut être constructif, on peut vouloir avancer. Moi, je le dis moi-même, il y a des textes que j'approuve, que j'ai approuvés avant. J'ai d'une certaine manière été constructif avant l'heure en soutenant la loi Macron. Tous ceux qui aujourd'hui nous donnent des leçons n'ont pas toujours eu ce courage. Vous voteriez, vous, ou pas Mais je ne sais pas, ça dépend très largement de ce qui est proposé. Il y a des choses qu'on peut approuver, il y a des choses qu'on doit critiquer. Et puis, à un moment, il y a bien une logique à laquelle on a du mal à échapper totalement, de majorité et d'opposition, qui existe dans beaucoup de démocraties du monde et qui, par exemple, en France, est posée par cette question très matérielle, très concrète, mais qui va bien être question de la vie parlementaire demain. C'est qui a voté, qui n'a pas voté, et où va, par exemple, la présidence de la Commission des finances. Ce n'est pas un hocher, c'est une fonction institutionnelle importante. Que Nicolas Sarkozy a donné à l'opposition. Oui, mais ça veut dire que ceux qui ont conçu le texte imaginaient qu'il y eut une opposition
Et la question continuera bien de se poser demain. Bon, je ne saurais toujours pas quelle est la prévision, la conjecture d'Hervé Mariton. Le plus, le mieux, en anglais et en anglais. The more, avec l'accent un peu écossais, the more, the merrier. Bon, allez, merci à vous. Hervé Mariton, député LR sortant et maire de Cray. Merci Merci d'avoir été notre invité sur Plaisir. Boursorama. Merci à vous, au revoir. Merci.